Bonjour à tous, ici Adrien, nous sommes en juin 2023 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment installer Gentoo en suivant le tutoriel que je vous ai rédigé sur le site linuxtricks.fr. Mais si vous suivez ce tuto, j'explique bien que on va installer Gentoo avec le système d'initialisation et de gestion de service de Gentoo qui est là par défaut, à savoir OpenRC. Mais on peut tout à fait installer Gentoo avec systemd. Je l'explique ici. Et certains d'entre vous m'ont demandé comment on pouvait faire. Je vous ai écrit qu'on devait adapter ce tutoriel. Eh bien, nous allons voir ensemble quelles adaptations nous devons faire à cela. On va voir ça à travers une machine virtuelle. Ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer tout ça. Donc, je vous crée une Gentoo systemd ici. Je vais charger l'image d'installation que j'ai récupérée juste avant, donc c'est exactement la même que lorsqu'on installe une Gentoo habituellement. Au niveau du hardware, je vais vous mettre 12 Go de RAM, on va mettre 6 cœurs au niveau du processeur, j'active l'UEFI, et puis je vais mettre un disque de 60 Go, ce sera largement suffisant. Je fais mes petites optimisations habituelles, à savoir activer PAENX. L'affichage, c'est pas très grave. Le stockage, on active l'entrée-sortie. Le cache, j'active ça sur le disque. Je vous mets de l'Intel Odo HD. Le réseau, je me mets en mode pont pour pouvoir me connecter facilement en SSH. Sachant que là, on va pas traiter avec l'installation d'un environnement de bureau, de la pile graphique. Cependant, si vous souhaitez qu'on traite le sujet, on pourra le faire à travers une deuxième partie si vous voulez. Donc là, pareil, 18 pour choisir le français, clavier français. Donc je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on a déjà vu à travers les autres vidéos d'install de Gentoo. Donc récupérer l'image d'installation, vous savez, hop, c'est ici sur le miroir de Gentoo, tac, et on a l'image d'install ici. Si vous voulez faire l'install sur votre machine et puis que vous dites bon, j'aimerais bien copier-coller, j'ai pas deux machines, je peux pas faire l'install en SSH, vous avez aussi à votre disposition un live CD, live GUI, donc qui vous propose une interface graphique. Vous pouvez faire l'install direct depuis l'interface graphique du live CD. Donc vu que nous on fait l'install à travers le réseau, première chose, on regarde quelle est l'IP de la machine, 192.168.21.105. Je définis un mot de passe à route. C'est mieux pour me connecter en SSH. Et je démarre avec etc init.d sshd start le service SSH. Et à partir de là, notre machine, elle est là, elle est dans son coin. Et hop, je me connecte en SSH. Comme ça, pour vous, ce sera plus sympa parce que c'est plus gros au niveau de l'affichage, 21.105. Parce que c'est vrai que je regarde des fois des tutos depuis le téléphone pour voir un peu ce que les gens disent et c'est écrit trop petit des fois sur le téléphone, même en plein écran. Donc je pense souvent à vous grossir la console. Donc on a chargé le live CD, très bien, on a une IP, on a du réseau, ça change pas. Donc première chose, on prévoit le partitionnement. Vous savez, moi, je suis fan de CFDisk. CFDisk, c'est semi-graphique, c'est plus sympa que des outils archaïques comme FDisk. Mon disque, c'est dev SDA. Donc, c'est parti. J'ai mis de l'UEFI ici, donc table de partition GPT. Je vais faire une petite partition de 100 mégas pour l'UEFI. Ici, je précise bien un type EFI système. Et le reste, je fais une seule partition avec tout dedans. Je ne fais pas de slash boot séparé. Je ne fais pas de slash home séparé. Là n'est pas l'utilité de la vidéo. Nous, on veut juste se concentrer sur les spécificités propres à systemd. Donc j'écris tout ça. Et donc, si je vous fais un petit fdisk-l dev sda, vous voyez, j'ai bien mes deux partitions. Dev sda1, dev sda2. Je vais formater tout ça. mkfs.fat-f32 pour avoir
format FAT32 pour la partition EFI. Voilà. Et pour mon système de fichiers racine, j'opte pour le XT4 comme d'habitude. Une fois que ça c'est fait, donc là il n'y a rien qui change, on va monter donc notre future racine, DevSDA2 dans mon cas, dans MNT Gen2. Et on va monter la partition EFI. Alors avant, il va falloir créer le point de montage. Donc, vous le savez, la partition EFI, elle est dans boot EFI. Donc, je crée le dossier boot, puis le dossier EFI, pour pouvoir monter ce fameux DevSDA1 dans mon cas, dans MNT Gen2 boot EFI. Donc vous avez bien compris, MNT Gen2, c'est notre future racine. On va basculer dedans tout à l'heure. Là pour le moment, je vais juste aller dans MNT Gen2. Alors je suis le tuto, ici. Et on va récupérer le stage 3. Donc c'est là que je vais vous faire ceci, parce qu'on a besoin d'une petite spécificité ici. Quand on installe Gen2 New, le système de base, je vous ai montré, on a récupéré quoi? On a récupéré le stage 3, celui-ci, stage 3 AMD64 OpenRC. Dans le cas de système D, vous avez donc plusieurs possibilités. Vous avez le stage 3 AMD64 système D, donc l'image de base. Vous avez celle-ci, le stage 3 AMD64 système D merged user. Donc ça, elle contient le profil qui a une toute petite différence par rapport au système D normal, c'est que tout ce qu'il y a dans /bin va se retrouver dans usr-bin. Tout ce qu'il y a dans /sbin se retrouve dans usr-sbin. Tout ce qu'il y a dans /lib se retrouve dans usr-lib. Et tout ce qu'il y a dans /lib64 se retrouve dans usr-lib64. C'est une opération qu'a entamé d'autres distributions Linux, telles que Red Hat, Fedora, et aujourd'hui, sur ces distributions Linux-là, /bin, /sbin, /lib et /sib64 sont des liens symboliques uniquement vers leurs dossiers respectifs dans /usr. Donc nous, c'est ce qu'on va prendre ici. Si vous souhaitez faire une installation avec un environnement de bureau plus tard, vous avez la possibilité ici de récupérer directement le stage 3 AMD64 Desktop System D. Et vous avez la même chose avec le Desktop System D Merge User. Donc les images sont un peu plus volumineuses parce qu'elles ont déjà pas mal de trucs pour préparer une installation en mode serveur. Nous, on va partir sur celle-là, l'installation System D Merged User. Donc je récupère ça, copier l'adresse du lien. Et donc, je vais récupérer ça à la racine de MNT Gen2. Si vous voulez une partie 2 avec un environnement de bureau à installer, on pourra faire une partie 2. Sachez que si on part sur un stage 3 qui n'est pas desktop, on pourra changer de profil par la suite. C'est pas définitif ce qu'on fait ici. Et donc maintenant que notre stage 3 est récupéré, on continue le tuto. On extrait tout ça. Donc on extrait l'archive. On va éventuellement donc paramétrer notre fichier mec.conf. Vous connaissez le fameux fichier mec.conf dans lequel on va définir les variables pour l'architecture, le nombre de cœurs pour compiler, etc. etc. Donc là, il n'y a pas grand changement. Juste ici, je vais mettre march égale native. OK. Là, normalement, c'est tout bon. En dessous, je vais copier-coller simplement ça. Je vous explique rapidos. Donc, use, c'est prévu pour affiner les use flags par la suite. J'ai dit que je mettais 6 cœurs au niveau du processeur, donc make J6. Prévoyez quand même quelques... Là-dessus, juste une petite précision. Il y a des logiciels qui, globalement, nécessitent 2 à 3 Go de RAM par job de compilation. Donc, si vous mettez J6, prévoyez de ne pas avoir plus de 12 Go. Si vous avez 8 cœurs sur votre processeur et 8 Go de RAM, mettez J4.
Hein, sinon, vous allez avoir des petits soucis. LinguaceFR, ça sert plus, mais je vais le laisser. Hop. LDCNFR, c'est si on veut avoir son système en français. VideoCards, vous savez, donc là, j'ai laissé, je crois, VMware, hein, la carte vidéo dans cette machine virtuelle. Donc vous mettez FB Dev, VESA, ça c'est les trucs par défaut. Et après vous prenez, si vous êtes sur du Intel, vous mettez i915. Si vous êtes sur du Nvidia, vous mettez Nouveau ou Nvidia pour les pilotes propriétaires. Si vous avez de l'AMD récent, AMD GPU, etc., etc. Vous adaptez. Input Devices, donc je vais mettre clavier souris, pas de joystick et pas de tablette Wacom. Ça je vais le laisser par défaut. Ok. Donc là, notre mec.conf, il est créé. Après, si vous avez envie de personnaliser d'autres choses, vous pouvez. Hein, ce que je vous montre ici, c'est ce que moi je fais. On le complétera plus tard, hein, le mec.conf, hein, vous inquiétez pas. Là, on va sélectionner les miroirs depuis lesquels récupérer, les mises à jour de portage, etc. Donc, comme d'habitude, je vais prendre le miroir le plus rapide chez moi, à savoir GWG DE et Esslingen. On va aller le chercher. StudHS Esslingen. Voilà. J'en mets deux, toujours deux. Et donc, vous voyez, ça va juste compléter une ligne dans le mec.conf. Voilà, ça me rajoute ça. Mais l'interface semi-graphique est beaucoup plus sympathique. Ici, on va copier la config. Donc là, pas de changement avec systemd. On va copier la config des repos. On copie les infos DNS. On fait le montage des périphériques spéciaux. Et on chroute dans le système. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est qu'on ait pris le stage 3 systemd. Donc je mets à jour tout ça. Hop. Le message d'erreur, c'est normal. Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'a pas récupéré portage. Donc ça se fait avec la petite commande emerge WebRSync. Hop, ça va récupérer la dernière archive portage. Et vous voyez que ça va la récupérer depuis le miroir qu'on a sélectionné précédemment. Donc c'est pour ça, prenez un miroir qui est proche de chez vous. Ça ira beaucoup plus vite. Et une fois que portage est récupéré, vous allez voir, on va configurer le profil. Et donc là, vous allez voir, avec le iSelect Profile List, donc dans le tutoriel, par défaut, on a défaut Linux AMD 64 17.1. Là, vous allez voir que si je vous fais un iSelect Profile List, vous voyez, celui qui est sélectionné, c'est déjà le profil 23 avec systemd merge user. Normal, le profil, il est dans stage 3. Donc là, on n'a rien besoin de faire. On est déjà sur le bon profil. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, je vais juste installer le petit utilitaire CPU ID to CPU flags pour pouvoir compléter dans le make.conf. Donc ça, ce sont des ajouts qu'il n'y a pas forcément dans les tutoriels que j'ai enregistrés en 2016-2017, je crois, sur Gentoo. C'est des ajouts que j'ai fait petit à petit. Donc, pour optimiser la compilation dans etc portage make.conf, on peut ajouter des instructions CPU, ici, avec CPU flags x86, voilà, c'est ça. Et vous mettez les instructions que votre CPU sait gérer, qui vous sont retournées par, justement, cette commande CPU ID to CPU flags, voilà. Donc, vu qu'on compile des choses sur Gentoo, ajoutez ce que votre CPU sait gérer, ça mange pas de pain. Et vous pouvez gagner un petit peu de, j'allais dire, de rapidité dans la compilation. Enfin, ça va prendre en tout cas les flags que votre processeur sait utiliser. Je copie-colle ça texto, je vous explique pas en détail, hein, c'est pour qu'on puisse installer plus tard les logiciels avec des licences sans les valider. La mise à jour du World, on peut la faire, c'est mieux, mais c'est facultatif. Ici, là, il est probable qu'il y ait peut-être des choses à faire. Ouais, il y a 79 packages, donc on ne va pas le faire.
Ça va prendre du temps, c'est facultatif. Vous voyez, il y a beaucoup de paquets qui sont réinstallés parce qu'il y a l'introduction de Python 3.12. Il y a des mises à jour de logiciels depuis que l'image stage 3 a été faite. C'est facultatif, on ne le fait pas, mais je vous recommande de le faire. Ensuite, on va gérer la partie locale. Donc là, on va gérer une partie ici, mais il y a une partie qui se gérera avec la commande localctl, puisqu'on est avec systemd. Donc ici, juste, je vais préciser qu'on est en français. Je vais régénérer les locales. Et donc ici, on voit qu'on a nos locales. Et donc, je vais choisir la locale française que je viens de mettre. Je ne peux pas utiliser la commande localctl de suite, puisqu'on est sur un live qui n'est pas démarré avec systemd. Donc, on configurera sa locale après le redémarrage. Ici, il nous dit le système n'a pas été démarré avec systemd, donc il ne peut pas faire le localctl. Ça, normalement, on n'en a pas besoin, le keymap, vous voyez. Dans etc.conf.d keymaps, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est géré avec la commande localctl. Donc ça, c'est pas à faire. On verra au redémarrage. On peut configurer le fuseau horaire, bien que, pareil, ce sera géré avec localctl. HW clock, donc ça, c'est l'horloge matérielle. C'est pareil, c'est géré avec localctl, donc il n'y a rien à faire. Le fichier fstab, par contre, lui, on va le créer comme il faut. Donc, juste, je vais récupérer ça, je vais juste adapter. Vous voyez, c'est pour ça que je fais du copier-coller. Notre partition dev sda2, c'est la racine. Ok, j'ai pas de swap. Et j'ai ma partition EFI. Tac, voilà. La partition EFI, c'est dev sda1. On peut utiliser les UUID, on peut utiliser ça. Je vous rappelle que si vous souhaitez utiliser les UUID, vous pouvez le faire avec la commande lsblk-f. Je vous montre ici sur mon système. Ça vous liste l'ensemble de vos disques. Et pour chacune des partitions, là, vous avez donc l'UID. Donc l'UID est beaucoup plus court sur les partitions FAT32. Et après, sur le XT4, vous avez des UID beaucoup plus long. Voilà, donc ça c'est pour la commande juste lsblk-f qui vous liste tout ça. Alors, on va continuer tranquillement. Si vous avez du LVM, c'est pareil, vous faites les mêmes opérations. Je remets plus gros ici. Donc là, on fait ça. Si on utilise du LVM, on installe LVM2 et vous l'avez compris que ce ne sera pas etc initd LVM start et ça, mais ce sera systemctl enable lvm2. Ok. Donc vous remplacez tous les rc update add par systemctl enable et le nom du service. Là, j'installe vite fait Linux firmware. Comme ça, on sera prêt pour la suite des opérations. Donc le fait qu'on ait validé, vous savez, le copier-coller les deux lignes avec le packages.licence, ça nous évite de dire que pour Linux firmware, je veux les trucs non libres, etc. Voilà ce que je dis ici. Donc ça, on s'en occupe pas. Ensuite, on a deux possibilités, vous savez, pour installer le noyau. Soit vous avez la possibilité d'installer les sources et de compiler. C'est pas ce qu'on va faire ici parce qu'on ne va pas passer du temps à voir la compilation, c'est inutile dans notre cas. On va partir directement sur le noyau tout prêt. Voilà, cas numéro 2, installer un noyau binaire. Le temps que le Linux firmware s'installe ici, je vous montre sur mon système. Je vous montre sur mon système ici, quand vous avez récupéré les sources, et que vous compilez le noyau, vous faites le make menu config. Il y a un endroit ici, tout en bas, vous allez dans Gentoo Linux, sur l'option Support for Init Systems, System and Service Manager, et là, vous cochez systemd en lieu et place de OpenRC. Voilà, donc ça c'est la seule spécificité du noyau que vous devez modifier si vous le compilez à partir des sources de Gentoo. Ok, donc là, notre Linux firmware, il est bon. Moi, je pars sur le noyau tout prêt.
Voilà, donc notre noyau, il est installé. On continue tranquillement. Donc vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Bien sûr, etc conf.d hostname, bah, ça n'existe pas puisqu'on a la magnifique commande hostnamectl avec systemd que, bien sûr, nous ne pouvons pas utiliser pour le moment. Donc on verra ça après. Et puis le fichier host, vous pouvez le renseigner, ça c'est indépendant, hein. Donc on peut rajouter ici Gentoo systemd, on va l'appeler par exemple. Voilà, ça on peut faire, c'est pas interdit. Au niveau de la configuration du réseau, alors ceci, NetMisk, IFRC, c'est propre à OpenRC. Donc, si vous voulez rester en IP fixe, c'est pas avec NetIFRC qu'on va s'en occuper. Et donc, on n'aura pas ça à faire, ni ça à faire. Soit on utilisera systemd, il doit y avoir networkd, je pense, là-dedans. Non, même pas. Sinon, vous pouvez installer Network Manager, par exemple. En tout cas, sur les distributions Linux qui ont systemd, je n'utilise que Network Manager. Donc, je sais pas trop la politique à avoir ici. Sinon, en tout cas, pour du DHCP, on peut utiliser dans un premier temps DHCP CD en attendant, bien sûr, d'avoir un gestionnaire réseau. En tout cas, on aura une adresse IP qui nous sera fournie avec DHCP CD. Et donc, bien sûr, il va falloir ici faire un petit systemctl enable DHCP CD. Hein, comme ça, le service il sera activé au prochain redémarrage. Donc, systemctl enable, ça fonctionne. Hein, là, il n'y a pas de souci. Ça active le service au prochain redémarrage. Et donc, ça correspond à toute la partie réseau ici. On définit bien sûr un mot de passe à route, hein. Sinon c'est pas marrant. Hop. Voilà. Et surtout, c'est que si on ne définit pas de mot de passe route, on sera dans l'incapacité de se connecter. Ici, on va activer SSHD, bien sûr. Donc ça, c'est OK. On va ajouter un petit utilisateur en plus. Donc là, je vais ajouter Adrien, utilisateur Adrien, comme ceci. Donc, par contre, au niveau des groupes, systemd gère les permissions un petit peu différemment. Donc, vous savez, les groupes tels que vidéo, CD-ROM, users, bon, c'est pas forcément pertinent. Vous pouvez laisser ces groupes. Il n'y aura rien d'extraordinaire de ce côté-là. Et bien sûr, je vais générer un mot de passe pour mon utilisateur Adrien. Voilà. Et avant de redémarrer, on n'oublie pas le dernier truc, c'est le chargeur d'amorçage. Donc, on va éditer le fichier etc portage mec.conf. Voilà. Et on va lui dire que dans le cas UEFI, je veux que la plateforme Grub, ce soit EFI64 ici. Ça va installer Grub et tout ce qui va bien pour l'UEFI. Et donc à partir de là, j'installe Grub ici. Donc vous allez voir le fait d'ajouter cette ligne ici, Grub plateforme PC EFI64 ici. Donc ça active bien, voilà, juste c'est sur 2 lignes, voilà, ça active bien la plateforme EFI64 qui va donc installer les utilitaires EFI qui vont bien pour créer les entrées EFI et tout ce qui va bien. Donc là, je lance l'installation de Grub, et puis une fois qu'on aura terminé, eh bien on fera cette petite commande magique là, hein, qui va nous créer toutes les entrées dans l'UEFI. Hop là, voilà, donc le Grub est installé, donc on fait le petit Grub install qui va bien, ok, et puis on est presque bon, on n'oublie pas de générer la configuration du Grub, voilà. Donc ici, on a bien l'image noyau par défaut hein, de la distribution Gentoo. Et donc, on est prêt à redémarrer. Donc, on fait quoi? On fait exit. On s'en va du point de montage. On démonte tout ce qu'il y a dans MNT Gentoo.
Et on redémarre. Donc je fais un petit reboot ici. Donc je vous montre que la machine redémarre. Entre temps, on enlève le CD. Alors bien sûr, le temps que la machine redémarre, vu qu'on s'est connecté en SSH dessus, là elle redémarre à nouveau. Mais elle redémarre avec un serveur SSH qui a des clés différentes. Donc vous devez bien sûr dans votre fichier known host ici retirer 192 168 21 et on était connecté sur je sais plus quoi 105. Voilà, hop, donc on va retirer ces clés, hop, tac, 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 voilà. Et donc je me reconnecte ici, yes, avec le mot de passe magique. Et donc là, bien sûr, le serveur SSH refuse la connexion en tant que route obligatoirement. Donc je vais juste me connecter en tant qu'utilisateur normal. Et je vais passer en tant que super utilisateur. Voilà. Et donc là, on est bien connecté sur notre système Gentoo. Donc je vais de ce pas pour la suite modifier le permis route login yes. Alors ça, bien sûr, sur un système en production ou directement connecté à Internet, je ne vous le conseille pas, mais ici, on est en interne, ça me servira plus tard. Et donc, local CTL, vous voyez, ici, hop là, vous voyez que keymap, c'est pas défini, x11 layout, c'est pas défini, donc vous savez, c'est local CTL, 7- on n'a pas l'autocomplétion, je me rappelle plus, donc 7 local, donc ça c'est bon, la locale. Par contre, 7 keymaps, hop, fr. On peut lister, on peut mettre aussi, on pourra mettre aussi celui de X11 au moment où on aura besoin de l'interface graphique. Et vous voyez là, avec local CTL, c'est bon. Hostname CTL, on a ici donc la commande hostname CTL qui est dispo. Donc pareil. Je vais définir un node hôte pour la machine. Hostname. Gentoo systemd. Hop, parce que là on voit c'est Gentoo tout court. Donc à prochaine connexion, on aura ici, je vous montre, notre système qui est bien comme il faut. Voilà, Gentoo systemd. Et maintenant, évidemment, on va pouvoir installer tout ce dont on a besoin. Alors, adapter ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple, là, on a R6log. Bon. Est-ce que c'est nécessaire d'installer R6log, logrotate, sachant qu'on a un journal CTL? Vous savez que les logs avec systemd sont gérés par systemd journald. Et donc là, vous voyez qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Donc, la partie R6log, savoir si vous le voulez ou pas. Le planificateur de tâches, Chrony, vous l'installez si vous voulez ou non, puisque vous avez les timers systemd. Donc à voir si vous voulez utiliser complètement les fonctionnalités de systemd ou si vous voulez ajouter des services. Si vous voulez ajouter par exemple un cron classique, vous ajoutez Chrony, yes, et une fois qu'il va être installé, vous l'avez compris, ce n'est pas rcupdate add et le nom du service, mais ce sera bien évidemment systemctl enable et le nom du service. NTP, pareil, vous installez Chrony écrit comme ceci, ou alors vous gérez ça avec les services systemd qui vont bien. Et après, vous pouvez enrichir votre install Gentoo avec les outils habituels. Donc là, je vous montre systemctl enable. Le démarrer maintenant, --now, Chrony, hop, Chrony, je vais y arriver, hop, voilà.
Et donc, on a notre cron habituel. Donc là, vous pouvez installer et continuer la suite du tutoriel. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc moi, je vais installer mes petits outils qui vont bien. Enfin, là, vous pouvez continuer le tuto. Il n'y a plus rien qui dépend de systemd. En tout cas, à chaque fois que vous allez installer un truc, bah, c'est pas RC Update pour activer les services, mais voilà, continuez la suite. Ça change rien là-dessus, et vous voyez que donc une Gentoo avec systemd, ça fonctionne très bien. Je vous accélère l'install de mes petites bricoles là. On redémarre le système. Et comme ça, vu que HTOP va être installé, je vous montre rapidement une Gentoo de base avec systemd, combien ça consomme en RAM. Je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Voilà, mes petits utilitaires sont installés. Donc, reboot. Ou, vu que nous sommes sur systemd, j'aurais dû utiliser systemctl reboot, qui est plus approprié. Donc là, la machine se démarre. Donc bah c'est Gentoo, hein, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vu que j'ai modifié ma connexion SSH, normalement, je peux me connecter direct en tant que route. Normalement, ouais, ok, le réseau est un petit peu long à arriver. Hop, et voilà. Et donc si je vous fais un petit htop à distance, eh bien, vous voyez qu'une Gentoo équipée de systemd, donc voilà ce qui écoute ici par défaut, enfin ce qui sont lancés comme processus ici, et donc avec le cron que j'ai rajouté ici, et avec, c'est tout, DHCP-CD, et ben nous sommes à 107 mégas de RAM, voilà, et donc là on a une Gentoo classique, quoi, enfin c'est Gentoo. Il n'y a rien d'extraordinaire, 4 ETC, OS Release, c'est Gentoo, mais avec systemd. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo sur l'adaptation du tutoriel vous aura plu. Je vous mettrai le lien du tutoriel dans le descriptif de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.